Catherine Ormen, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre tout à fait exceptionnel pour ces fêtes de fin d'année qui a pour titre L'art de la mode aux éditions Citadel et Masno. C'est un livre d'ailleurs qui marque le 50e anniversaire de cette série Collection. de livres Mhm. tout à fait extraordinaire, hein, qui nous permet de connaître tous les domaines de la création internationale et mondiale depuis qu'on fait à la fois de l'architecture mais aussi de la mode. Et justement, on va parler de ça dans un instant. Alors, c'est un très gros livre, très illustré. Euh, Pourquoi finalement avez-vous décidé de... Vous êtes spécialiste vous-même de la mode, mais est-ce que c'était pas un sujet tellement énorme que vous n'êtes pas dit au début, mais comment est-ce que je vais faire pour raconter tout ça? Ah si, bien sûr, c'est une somme. Donc ce livre, ça fait quasiment 30 ans que je le prépare. Donc c'est quelque chose d'énorme, mais on s'est limité à la période de Louis XIV jusqu'à nos jours, qui pour moi marque la naissance du luxe en France. Et à partir de là, à partir de cette cour qui rayonnait, l'hégémonie de la mode française en Occident, au moins jusqu'à la fin du XXe siècle. Il y avait pas de mode avant, alors donc Si, il y avait bien sûr, il y avait des modes qui étaient réservées à une toute petite élite. D'ailleurs, ça va être encore le cas sous Louis XIV. La mode est une mode de cour, elle est très restreinte. Enfin, les gens qui la suivent sont un tout petit nombre. Et puis petit à petit, on va voir que eh bien, cette population qui suit la mode va augmenter grâce à la révolution industrielle. La bourgeoisie qui s'empare de l'économie, qui s'empare de la... Enfin, qui impose son règne sous le 19e siècle, eh bien, cette bourgeoisie va être férue de mode, va reprendre des formes, va reprendre des motifs qui appartenaient à l'Ancien Régime, va se réapproprier en quelque sorte les codes de l'élégance, va les redéfinir, et cette bourgeoisie va augmenter, ne cesser d'augmenter pendant tout le 19e siècle. Donc tout ce qui est l'assise de la mode va grossir tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. On assistera à un bouleversement très important dans les années 1960, où là, ce système qui était pyramidal va s'effondrer, et où ce sont les jeunes qui sont issus du baby-boom qui vont prendre le pouvoir, et à ce moment-là, imposer une nouvelle silhouette, de nouveaux codes et un nouveau système de consommation. On va revenir sur tout ça dans un instant parce qu'évidemment, le sport, la façon de vivre auront une influence considérable sur la mode. Expliquez-nous une chose. Il y avait évidemment une mode à Rome, il y avait, j'imagine, aussi une mode en Mésopotamie, il y avait une mode dans la Grèce antique, mais on a le sentiment que la mode est née à Paris. Pourquoi? Alors, elle est née en Italie, dans les cités italiennes aussi, sous la Renaissance. Mais en fait, elle s'est imposée avec Louis XIV. Il y a un film de Roberto Rossellini qui montre l'ascension, la prise de pouvoir de Louis XIV, et qui dit, après avoir défini tout le programme économique pour la France, qui dit... Louis XIV dit à Colbert, et surtout Colbert, n'oubliez pas de convoquer Montailleur pour lundi, c'est de la toute première importance. Et effectivement, la mode que va imposer Louis XIV participe d'un phénomène global de mise en scène du pouvoir qui va rayonner comme le château de Versailles, comme le mobilier, comme les petites cuillères. Tout ça est lié, et la mode fait partie d'un dispositif global. Et c'est pas un hasard si Napoléon, quand il va prendre le pouvoir avec l'Empire, va faire exactement la même chose. Il va remettre en place une cour extrêmement brillante qui va rayonner partout en Europe. Et avec Et une mode. avec une mode tout à fait particulière. Et la même chose avec Napoléon III. Donc cette volonté de domination des esprits, elle passe aussi par la mode. La mode a un pouvoir. La mode est la traduction d'une image de la société, en fait. Alors aujourd'hui, on a en tête évidemment un très grand nombre de noms de couturiers. Quel est le premier grand couturier de l'histoire? Alors, je dirais que c'est une couturière, Rose Bertin, qui fut le ministre des Modes de Marie-Antoinette et qui l'a conduite un peu à sa perte. Et puis après, celui qui a mis en place la haute couture, le système de la haute couture, c'est un Anglais, c'est Charles Frederick Worth, qui a complètement bouleversé le système, Pourquoi? parce que à ce moment-là, en fait, sous le Second Empire, l'offre était bien inférieure à la demande. Et ça ne paraît
curieux aujourd'hui où c'est totalement l'inverse. Mais là, il y avait vraiment une nécessité d'avoir des produits de consommation immédiate, chose qu'on ne pouvait pas obtenir avec une couturière où il fallait attendre longtemps, apporter son tissu, décider du modèle, etc., etc. Donc ça prenait du temps. Et Worth a été le premier à mettre en place un système où, avec des collections, où il présentait ses collections, où il travaillait avec des prototypes qu'il pouvait reproduire très rapidement, tout en produisant des modèles exclusifs pour chacune de ses clientes, ou en donnant l'impression de produire des modèles exclusifs qu'il vendait à des prix exorbitants, d'où après caractérisation de l'effet Veblen. Et ce système est devenu le système de la haute couture. Et il a mis en place sa maison avec une division tripartite des pouvoirs, c'est-à-dire lui à la création, sa femme à la représentation et son associé Boberg, qui était un Suédois, à la gestion économique de la maison. Donc c'était très malin et ce système va être reproduit très rapidement par plein d'autres couturiers et va s'imposer, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir des règlements pour cette profession et c'est une spécificité française, ça n'existe nulle part ailleurs et cette haute couture est toujours d'actualité et même elle a considérablement le vent en poupe actuellement. Alors, est-ce que la mode a toujours été aussi extravagante qu'on peut la voir à chaque saison quand il y a les défilés? Oui, alors elle a toujours été extravagante. Il faut se faire remarquer et la mode est fondée sur un principe de nouveauté. C'est-à-dire que on parle de cycle. Moi, je suis pas trop pour parler de cycle, je suis plutôt pour parler d'alternance. On va d'un extrême à l'autre. Quand on voit les babas des années 1970, qu'est-ce qui s'oppose point par point à ces babas des années 70? Ce sont les punks. Et les punks, tous les points, de la coiffure jusqu'à la manière de s'entraver, de leur maquillage agressif jusqu'à leurs vêtements qui sont en vinyle dans des matières synthétiques ou des choses qui sont euh, issues de l'industrialisation, eh bien tout ça est totalement opposé aux babas qui avaient les cheveux longs, dégoulinants, les maquillages naturels, qui étaient pour Peace and Love et les autres étaient pour No Future. Donc c'était vraiment deux opposés. Et ça, c'est souvent le principe de la mode, c'est-à-dire que à une chose qui est bien établie, qui s'est bien diffusée, va s'opposer quelque chose de totalement différent, de radicalement différent. Et c'est ce qu'on constate sur les silhouettes. Donc cette oscillation permanente entre une silhouette droite et après une silhouette qui se cintre, et puis retour à une silhouette droite, etc. Alors, la mode, va être, évidemment, va suivre les grands mouvements historiques, hein, on a parlé de la mode, sous Louis XIV, mais, la Révolution, tout le monde a en tête ces images des incroyables qui vont Mhm. suivre après, l'épisode, où se situe à peu près en même temps que la Terreur, et après, ensuite la mode, vous en parliez tout à l'heure, de Napoléon. Euh, est-ce qu'on pourrait dire que la France, en même temps, accompagne cette mode d'un point de vue industriel? Oui, alors c'est très très intéressant. Il y a une conjonction de facteurs qui est la mode ne sort pas comme ça ex nihilo. Voilà. Bon, elle est le produit de différents facteurs. Je prends par exemple cette mode du blanc, des tissus blancs, des robes très légères qui s'est imposée à la fin du règne de Marie-Antoinette. Ces fameuses robes en chemise dont on a eu des exemples par Vigée-Lebrun, par exemple. Là, dans l'exposition Vigée-Lebrun, toutes les robes sont blanches. Elles sont en coton blanc, en mousseline blanche. Et c'est totalement opposé à la robe à la française. Ça n'a plus rien à voir. Pourquoi ce blanc s'est-il imposé? D'abord, symboliquement, le blanc, c'était l'hygiène. Alors, bon, le corps redécouvrait l'eau, le corps redécouvrait la toilette humide, qu'elle avait totalement oubliée depuis des siècles. L'eau faisait peur jusqu'auparavant. Ça, c'est le premier point. Ce blanc permet de montrer cette propreté nouvelle. Il permet de montrer aussi que la citoyenne n'a rien à cacher, puisqu'il est assez transparent. Mais ce blanc, il est le fruit du commerce triangulaire. Il est le fruit de ce coton blanc, il est le fruit du commerce triangulaire, il vient d'Angleterre, enfin des États-Unis et d'Angleterre, d'Inde, des États-Unis, d'Angleterre. Et en Angleterre, il va servir le démarrage économique de l'Angleterre. Et en France, ce qu'on aimait, c'était tout ce qui venait d'Angleterre. C'était fashionable, c'était quelque chose dont on s'entichait. Les modes anglaises étaient beaucoup plus simples et
le blanc, ce coton blanc en faisait partie. Donc, beaucoup de succès en France. Et puis en plus, il y a à cette époque-là un goût pour la mode, pour le néoclassicisme, à la suite des découvertes d'Herculanum et de Pompéi. Donc le goût, c'était éloigné du rococo pour se diriger vers quelque chose de néoclassique, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus simple, d'épuré, de longiligne. Et ces modes, ces robes blanches participent de ce phénomène. Donc il y a une concordance de facteurs. Et puis quand on regarde la découverte de l'eau de Javel, c'est au tout début du 19e siècle. Donc tout va dans le même sens. Sauf qu'un peu plus tard, on aura le retour des crinolines, Et alors ah ouais, justement, voilà. Et tout d'un coup, des Napoléon arrive au paniers, des robes pouvoir. avec les paniers, enfin c'était Napoléon arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que ces robes sont indécentes et en plus elles sont en coton. Le coton venant d'Angleterre, l'Angleterre étant son ennemi juré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interdire les robes de coton. Il va même déchirer des robes. Il y a je relate dans ce livre des anecdotes où des femmes de son entourage se voient leurs robes entièrement déchirées par Napoléon parce que c'était du coton. Il impose le retour de la soie, il relance l'industrie des soyeux lyonnais. Et ces soyeux lyonnais, ils ne savent pas faire de choses légères. Ils vont faire des robes beaucoup plus lourdes, ils vont faire des tissus beaucoup plus lourds, qui vont transformer la forme de la robe, qui vont faire une robe et la conique silhouette. et qui vont transformer la silhouette. De cette silhouette fluide, à la fin du règne de Louis XVI et au début et sous le consulat et l'Empire, eh bien cette silhouette va devenir plus rigide, va devenir conique, parce que le tissu lui-même s'est alourdi et qu'il est rigide. Et quand vous voyez les robes du couronnement de l'empereur, là, de 1804, eh bien, vous voyez que ces robes sont coniques, très raides, très droites. Et ça perturbe la forme à l'antique qui prévalait initialement. Alors, cela dit, on va abandonner tout ça dans les années folles, parce qu'à ce moment-là, on va avoir une flopée de grands couturiers. Alors là, Tout change. véritablement, tout change. Enfin, c'est la fin d'un monde. La Première Guerre mondiale marque véritablement la fin d'un monde. Il y avait eu Poiret, comme dans les arts plastiques, il y avait eu Picasso. Là, il y a eu Poiret qui a fait une mini-révolution. Il a supprimé le corset en 1906. Mais en Et fait, c'était une révolution? oui, ah bah oui, parce que les femmes ne pouvaient pas vivre sans corset. Une élégante était obligatoirement corsetée. En fait, il n'a pas tout à fait supprimé le corset. Quand on regarde à l'intérieur des robes de Poiret, qui semblent fluides et droites comme les robes Empire dont on vient de parler tout à l'heure, eh bien, dans la doublure de la robe, il y a une ceinture haute d'une dizaine de centimètres qui serre la taille. Elle est invisible, mais la femme se sent corsetée quand même, parce qu'il lui est impossible de passer du jour au lendemain, d'abandonner du jour au lendemain son corset. Une femme qui a été élevée avec un corset n'a pas la musculature, est déformée, et donc elle ne peut pas se dispenser de cette contention. Petit à petit, les choses se font petit à petit sur ce plan-là. L'histoire de la lingerie est tout à fait étonnante et on a assez peu de témoignages. Mais on voit, par exemple, au travers des catalogues de vente par correspondance, au travers des catalogues du printemps ou des autres grands magasins, que cette lingerie évolue, que le corset se divise en deux, ce qui préfigure ce que sera la mode de la garçonne. La mode de cette garçonne qui s'impose dans les années 20, où tout est nouveau, où on veut oublier la guerre, où c'est la couleur qui s'impose, où il n'y a plus de deuil, plus de noir, plus rien, que des couleurs extrêmement qui s'entrechoquent, une mode courte qui transforme la femme en garçonne. Elle coupe ses cheveux, elle a une silhouette qui est totalement plate, et c'est une mode sportive qui n'est plus du tout formaliste. C'est-à-dire qu'on a oublié toutes les conventions d'avant-guerre, et ça, c'est sous l'effet de la clientèle américaine, de la clientèle sud-américaine, qui vient à Paris parce que ce sont les années folles, et parce qu'il n'y a qu'à Paris qu'on s'amuse. Les activités sportives vont jouer un rôle dans l'évolution de la mode? Considérablement. Ça, à la fin du 19e siècle, c'est une évidence, ça a contribué à transformer le vêtement. Imaginez-vous quand les femmes voulaient monter à bicyclette, elles avaient un corset, elles avaient plusieurs jupons, elles avaient un faux cul, elles avaient un chapeau, elles avaient des gants. Elles ne savaient pas monter, elles avaient une fourche au milieu dans les bicyclettes masculines, ça devait être une horreur. Donc petit à petit, elles sont passées au bloomer. Le bloomer, c'était une culotte bouffante, mais la femme n'avait pas le droit de porter un pantalon. Donc elle avait le droit de porter cette culotte uniquement accompagnée de son vélo, quand elle tenait son vélo à la main. Et ce sport, eh bien, il va d'abord faire diminuer le corset. On va porter un corset sport,
ou un corset, un demi-corset qui ne va enserrer que la taille. Et puis petit à petit, on va découvrir des matières plus souples, comme le jersey. Des rayons entiers dans les grands magasins vont se développer pour pour proposer ces vêtements de jersey qui vont permettre de bouger plus agréablement. Et c'est surtout à partir des années folles, à partir des années 20, qu'on va voir se développer une mode beaucoup plus sportive, sous l'influence notamment de créatrices de mode telles que Chanel, Gabrielle Chanel, qui a véritablement compris, elle a vécu sa mode puisqu'elle portait les choses elle-même et elle s'est mise en affranchie, elle s'est mise en modèle pour toutes les autres femmes, pour toutes les femmes de sa génération. Le plus grand couturier, à votre avis, quel est-il? Saint-Laurent semble avoir, beaucoup marqué, disons la 2e partie du XXe siècle. Est-ce lui? Bien sûr, Saint-Laurent a marqué, Saint-Laurent a eu une période extrêmement forte entre 1966 et 1976. Je dirais entre, sa robe Mondrian et la collection Opéra Ballet Russe. Ça a été quelqu'un qui a senti l'air du temps, qui a aidé les femmes à se libérer, qui a pioché dans la garde-robe masculine, et qui a, permis aux femmes de porter les mêmes vêtements que les hommes. Donc il leur a donné un certain pouvoir, il nous a donné un certain pouvoir. C'est quelqu'un qui a été extrêmement créatif, mais il y a beaucoup d'autres personnalités qui ont compté, surtout dans un contexte qui devient plus international, qui se mondialise à partir de la fin des années 60. Un dernier mot, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, sur ce livre, encore une fois, très complet, qui est une véritable bible, autour, de la mode. 600 photographies, des textes, beaucoup de recherches, enfin, et vous-même, vous connaissez l'histoire de la mode sur le bout des doigts. Dites-moi, la mode, ça fera toujours rêver? Oui, la mode fera toujours rêver parce que, quelle que soit l'époque, on imagine. C'est une quintessence de l'imagination. C'est une façon de se mettre en scène, c'est une façon de se rapprocher d'un groupe, c'est une façon de s'intégrer ou justement c'est une façon de se démarquer et l'imagination dans ce domaine n'a pas de limite. Catherine Ormen, merci. Donc, je renvoie à votre livre, qui a pour titre, L'art de la mode, et qui est publié aux éditions Citadel et Masneau, l'un des plus beaux livres, de cette année, Merci. 2015. Merci beaucoup. Merci.